Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. J'ai reçu beaucoup de plaintes. La première semaine, c'était une semaine difficile parce que ce soit des collègues membres du gouvernement, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouverneurs de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs, tantôt au mépris des dispositions pertinentes du droit WADA et même du droit interne. Et c'est pourquoi, vous allez le remarquer, que nous avons tout de suite mis en place des mécanismes d'arrestation de certains grands criminels économiques et financiers. Oui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est de cela qu'il s'agit. Le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et après présentation d'une note d'information de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire et juridique. Nous nous sommes également rendus compte des condamnations fantaisistes des banques, des entreprises minières et des grandes entreprises multinationales. C'est tout quidam qui pouvait se réveiller un bon matin pour une créance de 1000 $, pouvait faire condamner une multinationale au paiement de 20 millions de $ et saisir les comptes de cette multinationale. C'est ça qui a occasionné l'insécurité judiciaire et juridique. Et du coup, tous les grands opérateurs économiques avaient maintenant de craintes à pouvoir faire des dépôts au sein de nos banques. Et nous nous sommes rendus compte, au-delà de ça, qu'il y avait également cette pratique de spoliation des biens, des maisons, de l'autrui et de l'État. Suivant ces instructions, nous avons produit un premier texte sur la base de notre Constitution, donc de l'article 128 de notre Constitution, et du droit WADA, article 50-10, du nouvel acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, où nous avons trouvé une brèche pour essayer très rapidement d'arrêter l'hémorragie. Sur la base de l'article 92 de notre Constitution, nous avons effectivement fait en sorte que ce soit la Première ministre qui puisse signer un décret contresigné par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le décret est donc intitulé « Décret portant sauvegarde des biens des entreprises, établissements et services publics ». Dans ce décret, l'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Comme vous le savez, les DG des entreprises publiques et établissements publics ne géraient plus. Alors avec cette réforme, comme vous pouvez le remarquer, nous avons créé désormais des millionnaires en papier. Donc tu as tes millions parce que tu as obtenu des décisions frauduleuses, mais tu te contentes de ce papier-là. Et qu'à ce jour, je voudrais rappeler que tout celui qui va oser encore s'amuser, que ce soit le juge, que ce soit le magistrat, que ce soit le greffier, le huissier, que ce soit l'opérateur de banque, tout celui qui va s'amuser à bypasser cette réforme sera arrêté. En fait, la question ici ne consiste pas à construire une autre prison. Parce que vous pouvez construire une prison de 100 000 places, mais on aura 150 000 prisonniers. On aura 200 000 prisonniers. Et puis, on va encore crier à la surpopulation carcérale. Le vrai problème ici, c'est que
il faut réduire systématiquement les nombres des prévenus au sein de nos prisons. Parce qu'aujourd'hui, seul à Makala, vous avez 85% des prisonniers qui sont des prévenus. Seuls 15%, 12 à 15% sont des condamnés. Du coup, ça met en difficulté le gouvernement à pouvoir agir. Par exemple, nous avons une grande main-d'œuvre sur tous ces jeunes que vous appelez Koulouna, mais peuvent faire les champs. Mais comment l'État va les envoyer à faire les champs sans décision de justice? C'est impossible. Donc il revient également à nos juges et magistrats de s'organiser que lorsque on envoie quelqu'un à Makala, qu'on puisse directement s'organiser à fixer son statut. Son statut. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un aujourd'hui, vous le laissez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 21 ans, sans condamnation. En considérant qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les nouvelles réformes? C'est que nous allons donner plus de possibilités aux directeurs de prison de pouvoir évaluer et juger la régularité des détentions. En ce moment, lorsque la détention est irrégulière, quelqu'un peut rentrer chez lui et on met en place des systèmes de bracelet électroniques, etc. Donc c'est des réformes qui sont déjà prêtes et d'ici la semaine prochaine, elles vont devoir faire l'objet des discussions. La difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les gouvernements, c'est que les gouvernements manquent de bras séculiers au niveau de la criminalité, de la lutte contre la criminalité. Je suis ministre de la Justice, mais je n'ai jamais reçu le rapport des parquets sur les cas saillants des délinquances. Ça n'existe nulle part en dehors de notre pays. Nulle part au monde. Parce que c'est le gouvernement qui pilote la politique criminelle de l'État, qui impulse et qui l'exécute à travers son ministre de la Justice, qui a un bras séculier qu'on appelle parquet, qu'on appelle auditorat. Mais actuellement, c'est article 70 qui dit ouais, les magistrats du parquet sont sous l'autorité du ministre de la Justice et c'est limite là. Et vous posez la question aux magistrats, ils disent non, nous sommes indépendants. Mais donc du coup, le ministre de la Justice et des gouvernements ne savent pas travailler. Ou le ministre peut donner une injonction à un procureur et il refuse d'exécuter. Cette anarchie ne peut pas aider à faire fonctionner l'État, c'est impossible. En considérant qu'avec la révision de 2011, l'article 149 avait extirpé les parquets indépendants du pouvoir judiciaire, donc du pouvoir judiciaire. Donc on va clarifier le rôle du ministre de la Justice sur les magistrats de parquet. Il faut effectivement, et ça c'est mon point de vue, il faut renforcer les pouvoirs du ministre sur la surveillance du travail des parquets. Il faut une conférence des procureurs. Il faut évaluer périodiquement et régulièrement la politique criminelle du gouvernement. Sinon, c'est compliqué. Nous avons également abordé la question de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en train de travailler dessus. Vous allez voir également les réformes qui vont être annoncées là-dedans. Voilà, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que le ministre de la Justice il fait du populisme, si ce sont ces réformes qui relèvent du populisme, alors c'est un bon populisme. Je remercie le ministre de l'État, le ministre de la Justice, pour l'occasion qu'il m'offre ces jours afin d'intervenir dans cette conférence qui, pour ma part, est très importante. Je voudrais commencer par rappeler la célèbre phrase du président de la République, chef de l'État. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Cette phrase est pleine de sens et nous permet de décliner certaines politiques audacieuses. Et je pense qu'ici, nous sommes dans ce cadre-là où des politiques audacieuses doivent être menées par le gouvernement pour changer le cours des événements. J'interviens sur la question de l'opportunité. L'opportunité de ces décrets et ses conséquences sur le plan
économique et social. De l'opportunité. Après ma nomination ministre du portefeuille, j'ai eu l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics et une bonne partie des mandataires des entreprises d'économie mixte, des sociétés d'économie mixte. Parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, celui relatif à l'insécurité du patrimoine des entreprises, allant jusque dans ces comptes, dans ces ressources financières, a été parmi les plus émergents. Cette insécurité avait des conséquences énormes et risquait d'avoir des grosses conséquences sur le plan économique et social si des mesures drastiques n'étaient pas prises à temps. En effet, toutes nos entreprises publiques, toutes nos sociétés d'économie mixte étaient simplement coincées. Trésorerie plombée, patrimoine pillé, perspective incertaine. Et pourtant, les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le registre des entreprises publiques sont les piles dorsales de l'économie du pays. D'une part, et d'autre part, c'est le boulevard par lequel le développement de l'économie du pays devait être assis. Aujourd'hui, vous allez observer de moins en moins et depuis plusieurs décennies que les entreprises du portefeuille de l'État étaient présentées comme des entreprises, l'expression est consacrée à un endroit. Et émerge une catégorie d'entreprises privées tenues par un groupe de personnes que vous connaissez très bien, je ne suis pas ici et je ne suis pas contre, qui risquent, si nous nous prenons garde, d'avoir le contrôle de l'économie de la République démocratique du Congo et nous rentrer dans une colonisation économique. Des mesures doivent être dès lors prises pour sécuriser les entreprises qui sont tenues par les Congolais, qui ont certes des défis à relever, mais qui disposent de potentiels énormes pour développer l'économie congolaise et réaliser ce que les économistes appellent le bond du cap. Et c'est possible. D'autres économies l'ont fait. Pourquoi l'économie congolaise ne pourrait pas le faire? Et donc, la situation du patrimoine de ces entreprises était telle que, quelles qu'étaient les politiques menées par les gouvernements en rapport avec les entreprises du portefeuille de l'État, nous ne pouvions pas espérer obtenir des résultats probants, étant donné qu'un certain cartel a vu les jours, avec une approche systémique pour piller de manière organisée les patrimoines des entreprises, les finances des entreprises et les établissements publics, et donc organiser un enrichissement sans cause. Les acteurs sont à la fois au sein des entreprises, ils sont aussi en dehors des entreprises. Le temps était donc arrivé pour que ces décrets, sous les auspices du président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre, soient pris. Et j'en profite pour féliciter le ministre de l'État et le ministre de la Justice pour l'audace. Il fallait de l'audace. Il faut de l'audace. Il faudrait encore de l'audace pour changer le cours des événements dans ce pays. Est-ce possible de changer les choses dans ce pays, oui ou non? Oui. Mais il faut des hommes et des femmes capables de pouvoir se dire je disais qu'il faut des hommes et des femmes capables de dire ça doit changer,
ça va changer. Ce ne sont pas les lois qui nous manquent. Ce ne sont pas les têtes pensantes qui nous manquent. C'est la détermination à agir dans la bonne direction, dans l'intérêt des citoyens qui manque à plusieurs personnes d'entre nous. Il ne faut pas attendre que les millions de personnes se mobilisent pour ça. C'est une poignée d'individus qui est capable de transformer le destin de tout un peuple. Et ces lois et ces décrets se prennent dans ces cadres-là. Ces gouvernements, pour le deuxième mandat du président de la République, doit être considéré comme un gouvernement audacieux, réformateur, qui doit aller à contre-courant de certaines habitudes, de certains comportements. C'est ce qui doit être. Mesdames et messieurs, les entreprises du portefeuille de l'État couvrent les pans le plus important de l'économie congolaise. Vous ne le saviez pas. Ils sont dans tous les secteurs, elles couvrent tous les secteurs, je voulais dire. Secteur minier, secteur des infrastructures, secteur des hydrocarbures, secteur des finances avec la CADECO, la SOFIDE, secteur des services, secteur des jeux de hasard, tous les secteurs sont couverts par les entreprises du portefeuille de l'État. Ceux qui ont pensé que l'État puisse avoir un regard sur tous ces secteurs économiques avaient bien compris qu'un pays comme le nôtre ne peut pas se développer si l'État n'avait pas le contrôle et l'orientation de l'économie dans les secteurs le plus stratégiques et à externalité positive. Nous devons protéger ces patrimoines contre les tenants de la privatisation à tout prix. Nous opposons cette idée selon laquelle l'État est capable d'avoir des bons gestionnaires parce que d'autres pays et d'autres modèles ont réalisé des pas importants sur le bas du même modèle. Je prends la Thaïlande. Lorsque le Fonds monétaire international arrive en Thaïlande et demande au Premier ministre de l'époque, je vais vous privatiser toutes les entreprises de votre ville. Enfin, toutes les entreprises publiques. Le Premier ministre n'a dit pas question. Nous allons les garder comme tels, mais on va améliorer la rigueur de la gestion. On va améliorer la gouvernance. On va extirper de ces entreprises tous ces facteurs exogènes qui les mettent à mal. Et l'un des facteurs exogènes les plus importants, c'est le pillage par les biais de décisions judiciaires qui mettent à mal nos entreprises et qui ne permettent pas de faire d'elles ces boulevards du développement économique du pays. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là pour dire au plan de l'opportunité, il était temps que ces décrets soient pris. Il est temps que ces décrets soient exécutés par des patriotes congolais. Moi, je suis un économiste libéral, mais je suis en même temps un adepte du patriotisme économique. Lorsque on nous parle du climat des affaires, mais oui, il faut un climat des affaires amélioré. Mais c'est aussi valable pour le secteur privé que pour le secteur public. L'occasion nous est donnée pour que le climat d'affaires digne de ce nom soit observé aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Pour éviter que la rentabilité de ces entreprises soit mise en cause. 2, que l'économie ne soit désarticulée à travers la désarticulation des entreprises et la désarticulation du système bancaire. On risque de mettre à boule toute l'économie. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger et, à l'unisson, travailler pour que ces décrets puissent être exécutés tels qu'on l'a pensé et tels que c'est écrit. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille. Il est conforme, n'est-ce pas, aux dispositions de l'article 51 de l'acte uniforme. Il est conforme aux droits des lois d'art.
Après, l'on peut effectivement dans les détails voir est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir fixer un certain nombre de mesures d'application pour rendre cela potable. C'est toujours possible et l'exercice sera là. Je crois qu'au cours des échanges et des débats que nous allons avoir au cours de cette conférence ou de cet atelier, nous aurons l'état d'aller encore en profondeur. Et je vais conclure en disant que, hormis les textes ou les insaisissabilités issues des législations spéciales, hormis les insaisissabilités issues de ces décrets, il y en a que vous pourrez trouver également dans des conventions internationales dûment ratifiées par la République démocratique du Congo. Et vous trouverez qu'il y a des accords sous-régionaux ou internationaux qui fixent également un certain nombre de biens qui sont déclarés insaisissables. Il va falloir faire attention, notamment par rapport à cet aspect-là. L'essentiel n'étant pas de tout savoir, mais c'est de savoir où tout se trouve. Je pense, du moins, avoir eu à situer, n'est-ce pas, cette auguste assemblée sur où vous trouverez utilement les règles par rapport avec cette question. Je vous remercie. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.